Bonjour Jean-François Aquili. Bonjour Fabienne Synthès. Et bonjour à vous Guy Berenbaum également. Et notre invité ce matin est l'ancien ministre de l'économie et des finances de François Hollande. Et bonjour Michel Sapin. Bonjour. Bienvenue. C'est la première fois que vous vous exprimez à un micro et c'est sur France Info, chic alors, depuis le carton rouge de la Cour des comptes qui, dans un audit commandé par le Premier ministre, avait jugé le budget 2017, le texte exact apparaît à l'écran, entaché d'insincérité. Alors je vous propose, Michel Sapin, d'écouter pour commencer Édouard Philippe. C'était le 29 juin dernier. Nous héritons donc d'un dérapage de plus de 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros de promesses non financées, 8 milliards d'euros de chèques en bois. Alors vous avez votre chéquier sur vous, chèque en bois, il y va fort quand même. Il vous fait la leçon, Édouard Philippe. Est-ce que c'est la nouveauté dans la fonction ? Pas la nouveauté, si je puis dire, en politique. La reprise de cette vieille ancienne, de ce vieux truc qui consiste à dire que les difficultés réelles, les décisions qu'il faut prendre, qui sont par définition difficiles, sont toujours dues à l'héritage. Le coût de l'héritage, je vais vous dire, à droite comme à gauche, on l'a fait. Aujourd'hui, ça n'est pas crédible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des décisions à prendre. Mais ces décisions, elles sont le fruit de la responsabilité du gouvernement d'aujourd'hui. Elles ne sont évidemment pas le fruit de la responsabilité du gouvernement d'hier. Mais quand même, Michel Sapin, insincérité. Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes, il vous a chargé. C'est un socialiste. C'est un de vos copains, celui-là. Il n'est pas socialiste dans la fonction qui est la sienne. En tous les cas, il vous ferait critique que de le considérer oui, mais comme il le reste tel. dans l'âme. C'est une de vos relations. Le rapport de la Cour des comptes est un bon rapport. Il a été fait à partir de chiffres qui sont des chiffres parfaitement exacts. Vous savez pourquoi ces chiffres sont exacts ? C'est ceux qui ont été donnés par les administrations des finances, la direction du budget ou la direction du Trésor. Et ces chiffres ont été établis à la demande de qui ? À ma demande, en avril dernier, parce qu'il fallait établir un certain nombre de documents budgétaires. Donc tous ces chiffres sont parfaitement connus. Ils sont même parfaitement connu de la représentation nationale, parce que nous sommes venus avec Christian Eckert, ministre du Budget, devant la Commission des Finances, comme nous allons d'ailleurs y retourner avec plaisir, et nous avions donné exactement toutes ces informations. Juste pour terminer sur ce point, les chiffres sont exacts. Les commentaires, comme d'habitude, de la Cour des comptes, comment dirais-je, sont acerbes, mais ils le sont avec tout gouvernement. Mais il vous a choqué, Par Didier contre, Migaud, le terme d'insincérité est un terme qui me choque. Parce que peut-être que pour quelqu'un de la Cour des comptes, un premier président, insincérité, c'est un mot comme cela que l'on met dans des documents. Clairement, ça veut dire que vous avez triché. Pour vos auditeurs, pour nous, les gens disent ils ont triché. Ce qui est faux. Il n'y a aucune tricherie, il n'y a aucune cachotterie. Il y a des situations à un moment donné de l'année, qui est aujourd'hui, où il y a un risque, le terme de la Cour des comptes est un risque de dérapage. Il y a l'idée de mensonge quand même. Qui est exactement le même montant que celui que nous connaissions l'année dernière à la même heure ou l'année d'avant à la même heure. On gère un budget dans le temps. À cette époque-ci de l'année, il y a des décisions à prendre. Nous les avons préparées. Le gouvernement doit aujourd'hui les mettre en œuvre. Il y aura à la fin de l'année des décisions à prendre. Le gouvernement devra les mettre à l'œuvre. Juste pour être précis là-dessus, il y a l'idée de mensonge également. L'idée selon laquelle peut-être vous auriez habillé les comptes publics pour une candidature éventuelle de François Hollande, qui n'a pas eu lieu, on le sait. Je ne sais pas de qui, puisque vous voyez, c'est là l'avantage. Au moins, je suis blanc comme neige. Je ne préparais la candidature de personne. Puisque depuis novembre dernier, c'est-à-dire le moment où on fait les budgets pour l'année suivante, le président de la République, François Hollande, n'était pas candidat. Et il y avait d'autres candidats. Et je les regardais, je pouvais considérer que telle ou telle proposition était bonne chez l'un ou chez l'autre. Et je me suis fixé une ligne de conduite. Préparer le budget de la France pour 2017 et 2018 comme si c'était à moi, ensuite, de le mettre en œuvre. C'est la meilleure manière d'être sincère, d'être droit et d'être respectueux de la représentation nationale. Michel Sapin, il n'y a pas eu dérapage. Du coup, ils sont devenus quoi, ces 8 milliards ? Vous voyez, typiquement la question. Quand le Premier ministre dit « il y a 8 milliards de chèques en bois », ça voudrait dire qu'on a dépensé, on a acheté quelque chose et qu'on ne l'a pas payé. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Il n'y a aucune dépense faite au premier trimestre qui n'ait pas été honorée. Elles ont toutes, évidemment, été payées. Il y a dans ces 8 milliards des choses qui n'ont rien à voir avec des dépenses. Je ne vais pas rentrer dans trop les détails, mais il y a un grand sujet qui est la recapitalisation d'une grande boîte française qui s'appelle Areva, une boîte publique. Bien, c'est lourd, c'est une boîte qui a eu beaucoup de difficultés. Il faut mettre 2,3 milliards. Est-ce que ces 2,3 milliards non payés, est-ce qu'il n'y a pas l'argent pour ces 2,3 milliards ? Si, il y a l'argent.
J'ai fait en sorte que dans un compte, alors peut-être l'a-t-il pas vu, Monsieur Philippe, un compte qui s'appelle un compte d'affectation spéciale, il y ait les sommes nécessaires pour cette recapitalisation. J'en finis avec ça. C'est une cagnotte. Parce que je veux pas. C'est pas une cagnotte, c'est un compte d'affectation spéciale. Pas offshore, qui est alimenté avec les ventes d'actifs. J'ai, par exemple, vendu l'actif de l'État chez Peugeot. La somme en question, elle a été mise de côté pour faire face à des engagements de cette nature. Je ne veux pas pinailler sur tous ces sujets. Ce que je retiens simplement, c'est que le gouvernement a des décisions à prendre cette année. Elles sont difficiles. Au lieu de dire c'est la faute aux autres, il vaut mieux prendre ses responsabilités soi-même, et qu'il a des difficultés pour 2018, parce qu'il a des réformes fiscales qui ont été promises par le président Macron, et que mettre en place des réformes fiscales, par définition coûteuses, c'est un peu compliqué et difficile. Vous connaissez bien celui que vous venez d'appeler le président Macron, parce que vous avez travaillé avec lui. Vous ne l'avez pas passé un petit coup de fil pour dire, dis donc, ton Premier ministre, il exagère un peu? Écoutez, franchement, si j'avais à lui passer un coup de fil, peut-être m'est-il arrivé d'avoir des contacts avec lui. Ah oui? Parce que vous viviez ensemble à Bercy. Pardon, excusez-moi du terme, c'est pas sur des mesquineries de cette nature. C'est sans intérêt. Mais quand même, est-ce que Emmanuel Macron, qui a été ministre de l'économie jusqu'en août de l'année dernière, ignorait l'état des finances publiques pour demander un audit par la suite? Les ministres établissent les dépenses. Les dépenses, elles sont arrêtées au mois de juillet. Donc, au mois de juillet de l'année dernière, tous les ministres connaissaient exactement l'état des dépenses. Et ils n'avaient aucune raison, d'ailleurs, de s'en alarmer, puisqu'elles sont parfaitement conformes à ce qu'aujourd'hui, il est décrit, c'est-à-dire la mise en œuvre de décisions avec des réserves de précaution qui permettent de faire face à des dépenses supplémentaires. Bref, on est dans une situation normale qu'il me paraît inutile de présenter comme anormale pour assumer ses responsabilités. Chacun doit assumer ses responsabilités, ce gouvernement d'abord. Et on n'a pas fini de faire des additions et des soustractions. Ce sera dans une minute pour la suite. Il est 8h40, Victor Maté. La France pourrait fermer 17 de ses 58 réacteurs nucléaires d'ici à 2025. C'est ce que dit Nicolas Hulot ce matin sur RTL, le ministre de la Transition écologique, qui reprend en fait les recommandations de la Cour des comptes pour réduire à 50% la part du nucléaire. La réforme du Code du travail devant l'Assemblée, sans le détail du texte, les députés doivent dire s'ils autorisent ou non le gouvernement à passer par ordonnance. C'est le début de plusieurs jours de discussion. À Paris, encore des perturbations ce matin dans le métro, des stations inondées. Hier soir, il est tombé en quelques heures l'équivalent dans la capitale d'un mois de pluie. Ce matin, toute l'Île-de-France et une partie du centre restent placés en vigilance orange aux orages. 12 départements au total. Une étape décisive contre le terrorisme. Réaction de l'Union européenne après la fin annoncée hier de l'occupation de Mossoul par Daesh. Et puis en tennis, Adrian Manarino, Benoît Paire, Caroline Garcia, les 3 derniers Français en lice à Wimbledon. Tous les 8e de finale se jouent aujourd'hui. France Info. C'est Michel Sapin qui est avec nous jusqu'à 9h ce matin sur France Info. Question Jean-François Aquili. Alors c'est une information France Info que nous vous donnions dès hier soir. Emmanuel Macron a tranché, et oui, le président travaille aussi le dimanche, l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des ménages et la réforme de l'ISF ramenée en impôt sur le patrimoine immobilier, on va y revenir. Eh bien, cela se fera dès 2018. Il y a un manque à gagner, 10 plus 2, allez, 12 milliards d'euros, c'est beaucoup. Et en même temps, le Premier ministre, toujours lui, décidément on ne se quitte plus, devant le Congrès de la République En Marche, a annoncé une baisse de 7 milliards des prélèvements obligatoires dès 2018. C'est un peu compliqué. Écoutons de nouveau Édouard Philippe. Les prélèvements obligatoires, mesdames et messieurs, diminueront dès 2018 d'environ 7 milliards d'euros. Alors Michel Sapin, vous êtes un spécialiste des finances publiques. Comment ça marche ? On nous dit que vous avez, émis des chèques en bois. Allez, il manque 5 milliards pour arriver à 3%. C'est un peu compliqué. On va faire simple pour nos auditeurs et ceux qui nous regardent ce matin. Il y a des baisses d'impôts. Et il manque bientôt 12 milliards parce qu'il y a ces 2 réformes que Emmanuel Macron veut honorer tout de suite, pour l'opinion en l'occurrence. Comment ça marche ? C'est vrai que c'est un peu compliqué pour dire les choses, et parfois un peu embrouillé. Peut-être y a-t-il quelques hésitations, ce que je peux comprendre par rapport à des décisions aussi lourdes. Partons du départ. Nous devons diminuer nos déficits. Nous devons continuer à diminuer nos déficits.
nous les avons diminués continuellement depuis 2012. Ils seront diminués en 2017, même lorsque la Cour des comptes dit 3,2%, comme disait l'autre, c'est moins que 3,4%. Donc on continue à diminuer. Il faut diminuer nos déficits. Il faut passer, les 3% apparaissent un peu comme fétichistes, non, mais il faut passer en dessous de ces 3%. C'est indispensable pour la France, pour les Français, pour les générations à venir et pour l'autorité de la France en Europe. Quand le gouvernement, le président de la République disent nous devons continuer à diminuer nos déficits, je les soutiens. C'est d'ailleurs la continuité de la politique que nous avons menée. Deuxième chose, pour 2017 comme pour 2018, il y a déjà des impôts qui vont baisser et qui ont été votés précédemment. Je prends juste un exemple que tout le monde oublie, y compris le gouvernement d'aujourd'hui. La diminution de l'impôt sur les sociétés de 33, quelque chose à 28%, oui. C'est ce que nous avons voté. 25% à la fin du quinquennat, c'est juste la poursuite, c'est déjà décidé. D'ailleurs, quand le gouvernement dit nous allons baisser de 33 à quelque chose, c'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est déjà en dessous de 33. Michel Sapin. Voilà. Mais ça a un coût, évidemment. Donc c'est déjà intégré. Donc il y a déjà des baisses de prélèvements obligatoires. Enfin, quand on a des réformes nouvelles, nous n'avions pas financé les réformes fiscales des gouvernements à venir. Hein. Ça, c'était pas notre travail. Quand il y a des réformes nouvelles, il faut prendre des décisions nouvelles. Et il ne peut pas y avoir de baisse d'impôts nouveau, on peut discuter d'ailleurs de ces baisses d'impôts, sans qu'il y ait une baisse de l'autre côté des dépenses publiques. Et à trop baisser les dépenses publiques, trop vite et trop fort, ça peut avoir de très lourds inconvénients, et pour l'économie, et pour bien sûr le secteur public, les services publics. Pour bien comprendre, les 7 milliards annoncés, donc 6 milliards CICE et 1 milliard de crédit d'impôt pour les ménages, c'était vous ou pas ça ? Il y a dans ces 7 milliards une bonne partie qui sont du CICE dit associatif, des baisses d'impôts sur le revenu pour des personnes qui avaient besoin d'avoir à domicile. Mais c'est vous qui avez décidé ça ? Ça a été voté par le Parlement, ça a été voté d'ailleurs très largement par le Parlement dans la loi de finances pour 2017, applicable en 2017 et en 2018. La baisse de l'impôt sur les sociétés, il a été voté sur 4 années, parce qu'on voulait donner de la visibilité. Donc, exactement comme il le souhaite faire, donner de la visibilité. Il termine votre travail, en gros, Emmanuel Macron. Là. Il fait du François Hollande, quoi. Sur certains points, il est évidemment dans la continuité. Ensuite, vous parliez, à juste titre, de la réforme de la taxe d'habitation ou de la réforme de l'ISF. Là, ce n'est pas notre travail. Ce sont ses propositions, ce sont les propositions de la nouvelle majorité, et ils doivent la mettre en œuvre. Et elles sont bonnes ? Sur la taxe d'habitation, je n'ai jamais été critique. Pour une raison simple, c'est qu'on ne peut plus... Nous avons baissé, dans les 3 dernières années, 14, 15, 16 et pour 17, l'impôt sur le revenu, en particulier des plus modestes. On ne peut plus aller au-delà, parce qu'il y a maintenant 45-47% des Français qui payent l'impôt sur le revenu et les autres qui ne payent pas. Et donc pour les gens les plus en difficulté, quel est l'impôt que l'on peut baisser ? C'est la taxe d'habitation. Parce qu'il y a des gens ayant de très petits revenus qui payent des taxes d'habitation importantes. Donc sur le principe, je trouve que... Mais là, est-ce que vous avez compris comment la finance, cette taxe d'habitation pour 2018 donc Voilà. Donc la question étant bien entendu, non pas est-ce que c'est bien ou pas, c'est à quel rythme c'est fait, est-ce compatible avec par ailleurs l'objectif d'une diminution des déficits. Et est-ce que vous diriez, M. Sapin, que non, c'est pas compatible ? Là, en l'état, c'est pas possible, selon vous ? C'est compatible à partir du moment, et c'est ce qui était en train d'être préparé, parfois y compris en cherchant à nous le mettre sur le dos, en mettant en œuvre des réductions de dépenses publiques drastiques. Et comment est-ce que c'est compensé pour les collectivités locales ? Il faut voir les collectivités locales. On nous dit que ça va être compensé intégralement. Peut-être, on a déjà fait ça par le passé. Sauf que, et pourquoi pas, il nous arrive de diminuer ce qu'on appelle les concours aux collectivités locales pour faire participer les collectivités locales aux efforts d'économie. Donc vous voyez que tout ça est très compliqué. Je comprends qu'il y ait de l'hésitation. L'inscription dans le temps est très importante. Mais il y a une autre réforme, celle sur l'ISF. Oui. Pardon de dire que là, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi ? Parce que ce qui est proposé, c'est assez simple, c'est de maintenir l'ISF sur les biens immobiliers, sur les maisons et les appartements, c'est-à-dire sur les petites fortunes, et de supprimer l'ISF sur tout ce qui est fortune financière, c'est-à-dire les très grosses fortunes. Les cadeaux aux plus riches. Les très grosses fortunes sont des fortunes financières, pas des fortunes immobilières. Alors je vois bien le raisonnement. Ça s'investit dans l'économie, c'est utile. Je comprends ça. Il y aura une taxation quand même. Dans ces cas-là, il faut faire ce que nous faisions, c'est-à-dire que certains investissements dans certains domaines sont exonérés d'ISF pour inciter à cela. Mais l'exonération globale, c'est l'exonération des plus gros patrimoines français, qui sont des patrimoines financiers. Je ne suis pas d'accord avec cette réforme. J'ai l'esprit d'escalier. Votre grand chantier du prélèvement à la source, vous avez des nouvelles ? Oui, j'ai des nouvelles comme vous, et puis en plus ça vient d'être voté en commission, donc un souhait de reporter au 1er janvier 2019.
Bon, là aussi, je veux dire, pourquoi pas? C'est des choix que les gouvernements doivent faire. Il y a des priorités. Mais qu'on ne dise pas que c'était pas prêt. C'était totalement, complètement prêt. Y compris avec, au cours de cet été, étaient prévus des essais dans les entreprises pour bien vérifier que tout ça fonctionnait. Alors, je sais que le gouvernement, que le président Macron tient beaucoup à sa baisse de cotisation d'un côté et à l'augmentation de la CSG de l'autre. Ils le feront. Ils ne voulaient pas qu'il y ait concomitance entre ces deux réformes. Par contre, sur la CSG, peut-être qu'on peut aussi faire quelques commentaires. Allez-y, faites des commentaires sur la CSG. Sur le principe. Ouais. Michel Rocard l'a décidé. Mais elle ne peut pas monter indéfiniment, cette CSG. Donc elle continue à... Ça peut avoir un effet positif pour, par exemple, des salariés, vous et moi. Mais si ça n'a aucun coût global, c'est que ce que certains ne payent plus, d'autres vont le payer. Qui va le payer? Voilà. Alors justement, à ce sujet, Michel Sapin, vous diriez aujourd'hui qu'Emmanuel Macron mène une politique audacieuse, qu'il prend des risques, ou est-ce qu'il rase gratis comme ses prédécesseurs? Je ne sais pas quels sont les prédécesseurs, mais ils sont très Je ne cite pas de nom. Il y a plus de 5 ans, donc, en l'occurrence. Je ne veux pas qualifier, parce que globalement, je vous dis... Est-ce que c'est nouveau ou pas? Globalement, je vais vous dire très clairement, je trouve qu'il a bien pris en main sa fonction. Que Emmanuel Macron a pris cette fonction présidentielle. Vous n'êtes pas rancunier? Mais pourquoi rancunier de quoi? De qui? Vous le trouvez plus présidentiel que son prédécesseur? Immédiatement, on fait des comparaisons. C'est normal. Bien sûr, mais ce n'est pas la même personnalité, ce n'est pas le même âge. C'est une image que je trouve très belle à l'extérieur, qui donne de l'autorité à la France. C'est souvent à l'extérieur, la France est perçue comme un vieux pays dirigé par des vieux conservateurs, qui est un jeune. C'est vous qui venez de le dire. C'est bien pire que ce qu'a dit Fabienne Sanchez. Non, mais c'est vrai pour tout le monde. Vous êtes pire que moi. Mais non, je veux dire, c'est vrai pour tout le monde. Et là, il y a effectivement un renouvellement, il y a une image, il y a une sorte de dynamisme, il y a une sorte d'enthousiasme qui me paraît être une bonne chose. Après, il y a la prise de fonction, puis ensuite il y a les décisions dans la fonction. Je ne peux pas les juger. Elles ne sont pas encore prises, elles ne sont pas encore mises en œuvre. Mais c'est sur ces décisions qu'ensuite, évidemment, les Français porteront un jugement. Mais ce qu'on voit, c'est une méthode jusqu'à présent. Alors même si effectivement les décisions, pour l'instant, il faut attendre, et notamment ce qui va se passer autour de la loi travail, mais ce qu'on voit, c'est la méthode. Est-ce que vous avez le sentiment que la méthode Macron est une méthode efficace? Est-ce que vous avez de gros doutes là-dessus? L'efficacité, nous la verrons. C'est à la fin, là aussi, qu'on regarde si c'est efficace. Mais si vous parlez de méthode, par exemple, la méthode de dialogue social. Par exemple. Je connais bien, j'ai été dialogue ministre social du en Travail. même temps que le début de la discussion à l'Assemblée, par exemple, ça vous paraît cohérent? Moi, je ne suis pas gêné par la question des ordonnances. Donc, il y a des espèces de fétichisme anti-ordonnances. On peut avoir des débats démocratiques extrêmement puissants, extrêmement profonds, en particulier des débats avec les partenaires sociaux. Et le compte pénibilité, ça vous gêne ou pas? Il fallait le simplifier. Voilà. Après, bon, je souhaite. Mais ça va trop loin. ce que je pense bien pour l'instant. Nous verrons. Ce que j'avais fait quand j'étais ministre du Travail, c'est qu'il y ait un dialogue social de qualité. C'est que les organisations syndicales, par exemple, soient respectées. Or, aujourd'hui, j'entends la CFDT, j'entends FO, ce qui est un peu nouveau, dire on nous respecte, il y a un dialogue qui va au fond. Nous allons voir les décisions, mais il y a un dialogue qui va au fond. Ce dialogue-là, il est fondamental. Beaucoup disaient, il faut rompre, il faut un choc, il ne faut pas discuter avec les partenaires sociaux, il faut s'en foutre, il faut les mettre de côté, on perd son temps, on passe des compromis. Ça n'est pas ce qui est dit aujourd'hui, ça n'est pas ce qui est fait aujourd'hui. J'espère qu'au bout du compte, ça ne sera pas ce qui sera fait. Et la suite de cette discussion, dans une minute, il est 8h51. Allez, Victor Maté. Toute l'Île-de-France et une grande partie du centre, 12 départements au total en vigilance orange aux orages ce matin, conséquence des très fortes pluies d'hier soir, des stations de métro fermées à Paris, encore de nombreuses perturbations ce matin. Nicolas Hulot s'engage à fermer des réacteurs nucléaires, peut-être 17 d'ici à 2025. C'est ce qu'annonce le ministre de la Transition écologique. L'objectif est toujours de ramener à 50% la part du nucléaire dans notre production d'énergie. La réforme de l'ISF dans le budget 2018, tout comme la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, de mesures phares promises par Emmanuel Macron et qui devraient donc entrer en vigueur dès l'an prochain. C'est une information France Info. Emmanuel Macron en porte-drapeau de la délégation française pour les JO. Le président se rend au siège du CIO à Lausanne en Suisse aujourd'hui et demain pour défendre la candidature française. Et puis au 10e jour, place au repos pour les cyclistes du Tour de France. Chris Froome reste en jaune après une journée hier marquée par les abandons et l'élimination du Français Arnaud Démare arrivé hors délai.
France Info. Michel Sapin est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Jean-François, à qui les questions? Ouais, j'ai une bonne question à vous poser. J'espère que les autres l'étaient aussi. Michel Sapin. Nous verrons pour les réponses. Est-ce que vous avez toujours dans votre petite poche votre carte du Parti Socialiste? Ah oui, évidemment. Vous êtes à jour de cotisation. Je suis à jour de cotisation. Vous pouvez vérifier auprès de mon trésorier. Je vous crois. Je peux vous donner son nom. Il habite à Argenton-sur-Creuse. Vous pouvez aller dans le Berry. Oui. Dans le Berry. Écoutez, je suis adhérent au Parti Socialiste depuis 1974. Alors, parce que je suis élu socialiste depuis 1981. Et je l'ai été à peu près sans discontinuer depuis 1981. C'est pas parce que j'ai choisi aujourd'hui de ne plus être dans la politique active, c'est un choix délibéré que j'ai fait après 36 ans de mandats divers et variés, dont 10 ans comme ministre. Il me paraissait légitime, au bout du compte, de dire que voilà, d'autres sont aussi capables de faire le même travail que moi. On a bien compris en ce qui vous concerne, parce que le Conseil national du PS, ça ne vous a pas échappé, à désigner samedi sa nouvelle direction collégiale. 28 membres, tout le monde a dit armée mexicaine, c'est un peu un cliché mais c'est vrai. Et pourtant, les deux finalistes de la primaire, Manuel Valls, que vous aviez soutenu dans un premier temps, et Benoît Hamon, sont partis. Les deux finalistes sont plus là. On va réécouter pour le plaisir Benoît Hamon, qui était l'invité ici même de Jean-Michel Apathy. J'avais besoin de me libérer de ce qui m'apparaissait comme un enclos. J'avais une sorte de besoin personnel fort d'abord de liberté. Et il me semble aujourd'hui que cette forme d'enclos, je parle d'une forme, que cette forme d'engagement-là doit être interrogée. Alors, est-ce que vous êtes fidèle à l'enclos? Vous êtes resté dans l'enclos, vous? Je trouve très étrange qu'on réclame sa liberté comme si on ne l'avait pas. Même lorsqu'on est membre d'un parti. On est libre. D'ailleurs, Benoît Hamon a utilisé, peut-être au-delà du raisonnable, sa liberté au sein du Parti socialiste et même au sein du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Et en même temps, ne pas accepter le travail collectif. La liberté et le travail collectif, le fait d'appartenir à un mouvement, le fait d'appartenir à une histoire, de venir de quelque part, d'aller aussi quelque part à l'intérieur des années et des années, pas simplement un instant. Et ça vaut pour Manuel Valls, par exemple, ça aussi? Je pourrais faire la même critique pour Manuel Valls. C'est pas parce qu'on a une difficulté à un moment donné. J'ai été pendant des années et des années minoritaire au sein du Parti socialiste avec Michel Rocard contre François Mitterrand. J'ai été ministre de François Mitterrand. Ça ne m'a pas empêché d'être ministre de François Mitterrand et d'avoir d'ailleurs un certain attachement pour François Mitterrand. Donc on peut être minoritaire, on peut faire valoir un débat dans un parti sans en sortir pour pouvoir être libre de s'exprimer. Ça, c'est plutôt, je pense, ceux qui sont au bout de leur propre rouleau. C'est personnel pour vous. Ceux qui sont au bout de leur propre rouleau. Valls et Hamon sont au bout du rouleau. Ils sont au bout de leur propre rouleau en tant que socialistes. Et donc, ils se disent, maintenant, je vais dérouler autre chose en dehors du Parti socialiste. Mais enfin... Ça n'est évidemment pas le choix que je ferai. Et je ne recommande pas de faire ce choix-là. Ça ne veut pas dire qu'on va passer facilement à la période. Le Parti socialiste est dans une très grande difficulté historique, à un moment de son histoire extrêmement lourd et extrêmement difficile. Mais est-ce que le socialisme a disparu? Est-ce que le socialisme s'est dissous dans le macronisme, si je puis dire? La réponse est non. En partie quand même, non? Mais aujourd'hui, il y a des électeurs socialistes qui, en toute sincérité, ont voté Macron au premier tour et évidemment Macron au deuxième tour, qui, en toute sincérité, dans ma circonscription, dans ma ville, en toute sincérité, pour le candidat macroniste au premier tour des législatives. Est-ce qu'ils sont plus socialistes? Est-ce qu'ils sont plus attachés à cela? Non, ils y sont attachés. À nous, aujourd'hui, de reconstruire ce qu'on appelle dans le langage d'aujourd'hui une offre, j'aime pas ce terme-là, reconstruire des propositions, une manière d'être qui soit attrayante. On a bien compris. Question double, 28 membres, c'est quand même un travail très collectif, c'est beaucoup. Et que pense François Hollande de tout ça? Voilà. Alors, la deuxième question, je ne saurais pas question, parce que je ne sais pas répondre, je ne suis pas François Hollande, et je ne suis pas sûr qu'il ait envie d'exprimer une opinion sur ça. Vous parlez quand même. Mais 28 dans une direction collective, ça prouve qu'aujourd'hui, il y a une difficulté à en trouver que quelques-uns. Ah oui, ça, et encore plus à en trouver. Ça prouve qu'il y a 28 courants en quelque sorte. Voilà. Ce sont les 28 qui restent, peut-être, non? Non, ce n'est pas les 28 qui restent. Pas loin. Et il n'y a pas besoin, il faut quand même plus qu'une cabine téléphonique pour les réunir. Donc, non, 28, ça prouve qu'il y a d'abord des générations nouvelles, parce que dans ces 28, il y a beaucoup de jeunes générations, ou de jeunes responsables qui ont pu être ministres, mais qui sont en capacité aujourd'hui de prendre des initiatives. Et il y a ça prouve aussi qu'il y a beaucoup de travail pour progressivement créer ce qu'on appelle dans un mauvais langage berrichon du leadership, c'est-à-dire une capacité d'entraînement. C'est berrichon, ça. Ouais, enfin c'est du berrichon du Nord, ils ont été un peu occupés par les Anglais. Et donc, mais c'est pas le cas dans le Berry, dans le Bas-Berry, dans le Berry du Sud. Mais ça
ça prouve quoi, qu'il y a un travail énorme à faire de conceptualisation, de réflexion. Qu'est-ce que c'est que le socialisme aujourd'hui dans un monde ouvert? Mais est-ce qu'il faut que ça s'appelle... Juste une dernière chose là-dessus, pardon. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que ça s'appelle toujours Parti socialiste ou pas? Est-ce que ça commence par là, tout simplement? Non, mais le socialisme, ça s'appelait socialiste avant, ça s'appellera socialiste après. Et je trouve dommage de ne pas faire référence au socialisme. Mais le socialisme évolue. Le socialisme d'il y a 20 ans, c'est pas le même que celui d'aujourd'hui et c'est pas le même de celui dans 10 ans ou dans 15 ans. Et c'est cette évolution qu'il faut aujourd'hui conduire. S'il y a besoin de 28 personnes pour conduire cette évolution, mais moi je serai un militant parmi d'autres, un militant libre, un militant responsable, un militant engagé. Et encarté, donc. Merci beaucoup. Et on se retrouve demain, donc. Merci.